Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel enregistrement des Audiolistes socialistes avec Alternative socialiste. Aujourd'hui, on commence un nouveau livre, un classique de Lénine, un livre absolument nécessaire pour l'éducation de base de tous les gens qui veulent comprendre la nature du capitalisme, la nature du travail révolutionnaire, l'aspect transitoire des étapes. Bref, c'est un peu, encore une fois, l'application du marxisme à la lutte, de manière à ce qu'on veut comprendre non seulement les contradictions, mais on veut comprendre pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont aujourd'hui. C'est lié à quel processus de développement, de croissance, etc. Et bien sûr d'autodestruction. Quels sont les processus à observer pour deviner, si on veut, pour comprendre, pour pouvoir prédire, pour pouvoir regarder le développement dans le futur de différentes structures, que ce soit l'État, les syndicats, les groupes politiques, nos propres organisations, etc., etc. Donc, dans quelle direction est-ce que ça s'en va? Et donc, d'être capable de faire le même exercice pour les organisations révolutionnaires, l'État ouvrier, le développement des luttes, les grèves générales qui deviennent un pouvoir politique. C'est peut-être un peu abstrait ce que je suis en train d'expliquer, mais c'est juste cette espèce de besoin de comprendre les processus qui est très important pour les marxistes, au lieu de juste vouloir donner une définition et de dire ah, job's done, on a fini, on a donné une définition et c'est terminé. Nous, on comprend que les choses n'étaient pas, vont redevenir quelque chose d'autre ou vont juste cesser d'exister. Et donc, nous, ce qu'on veut comprendre, c'est le processus. Et l'État de la Révolution accomplit cet exercice de compréhension-là lorsqu'appliqué à l'évolution de l'État, sous le capitalisme, sous le socialisme, dans les sociétés pré-capitalistes, etc. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la préface à la première édition. C'est un livre qu'on peut trouver sur marxisme.org. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dans un moteur de recherche Lénine, l'État et la Révolution PDF. J'ai trouvé une version très rapidement sur marxisme.org. J'ai ouvert un PDF et je commence la préface à la première édition. Alors, merci comme toujours d'être là. Allons-y. La question de l'État revêt de nos jours une importance particulière au point de vue théorique comme au point de vue politique pratique. La guerre impérialiste a considérablement accéléré et accentué le processus de transformation du capitalisme monopoliste en capitalisme monopoliste d'État. La monstrueuse oppression des masses laborieuses par l'État, qui se confond toujours plus étroitement avec les groupements capitalistes tout-puissants, s'affirme de plus en plus. Les pays avancés se transforment, nous parlons de leur « arrière » entre guillemets, en bagne militaire pour les ouvriers. Commentaire personnel, d'être capable de différencier les États, le capitalisme d'État de l'État ouvrier dégénéré est un peu un enjeu important des années 70, 40, 50, 60, 70. Et que maintenant, ça peut sembler un peu moins important, mais ça demeure important parce que la qualification des différences et des similarités entre l'État soviétique de l'URSS après la Révolution, pendant la prise de pouvoir de Staline et pendant son historique post-stalinien contre-révolutionnaire vers son échec et son retour au capitalisme, être capable de différencier ça de la Chine, de Cuba, de la Corée du Nord, demeure des questions importantes parce que c'est la différence entre un capitalisme d'État et un État ouvrier dégénéré, c'est important. Donc c'est pas moi qui va commencer à expliquer ça pendant des paragraphes, mais c'est juste cette idée de garder en tête que le but, c'est d'être capable de comprendre les processus d'évolution des différents pays qui existent aujourd'hui à travers le monde et des pays qui ont déjà existé et des tentatives qu'on veut surtout pas répéter dans le futur, des erreurs qu'on veut à tout prix éviter parce que nous autres on veut trouver des meilleures solutions, etc. Fin de mon commentaire. Les horreurs et les calamités sans nom de la guerre qui se prolongent rendent la situation des masses intolérable et accroissent leur indignation. La révolution prolétarienne internationale mûrit manifestement. La question de son attitude envers l'État acquiert une importance pratique. Accumulée pendant des dizaines d'années d'évolution relativement pacifique, les éléments d'opportunisme ont créé un courant de social-chauvinisme qui domine dans les partis socialistes officiels du monde entier. Ce courant, entre parenthèses Plekhanov, Potresov, Brekhovskaya, Rubanovitch, puis, sous une forme à peine voilée, les sieurs Tsereteli, Tchernov et consorts en Russie, Scheidemann, Legian, David et autres en Allemagne,
Renaudel, Guesda, Van der Velde en France et en Belgique, Hindman et les Fabiens en Angleterre, etc., etc. Fin de la parenthèse. Commentaire personnel. Oui, donc l'Internationale communiste, la deuxième, si je ne fais erreur, a passé la résolution de Basile, qui est intéressante à lire, elle est très courte, c'est genre 4 pages, même moins peut-être, qui disait par exemple, tu sais, révolution internationaliste par-dessus tout, on est contre la guerre entre les différents États, parce que ces guerres-là déploient la classe ouvrière pour battre les combats à des fins d'expansion pour les États capitalistes avancés, impérialistes, etc. Et donc, on est contre toutes ces guerres-là. Et ce qui est arrivé pendant la Première Guerre mondiale, oui, c'est que tous ces beaux pays-là, les représentations ouvrières de ces pays-là qui avaient signé la déclaration de Basile, quand la guerre commence dans leur pays, au final, ils retournent leur veste de bord et ils disent « Ouais, ben au final, tu sais, notre guerre est quand même plus importante, là, fait que, ouais, on est mieux de pas faire de grève dans les usines d'armement parce qu'on veut surtout pas se faire envahir par l'État adverse. Fait qu'on va un peu oublier la mobilisation de la classe ouvrière, on va un peu oublier les mouvements révolutionnaires, puis on va s'allier temporairement, entre guillemets, avec notre bourgeoisie pour qu'on ait un front uni avec la bourgeoisie pour faire la guerre. » Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le social-chauvinisme. Aujourd'hui, c'est peut-être représenté au Québec par genre des moments historiques comme Québec solidaire pendant la pandémie, qui dit qu'on doit s'allier avec le go et faire une belle nation unie ensemble, qu'on se bat. Tu vois, ça ressemble à ça, l'opportunisme et le social-chauvinisme en 2024, en 2020, etc., etc. Je connais pas tous ces noms-là, Tchernov, Scheidman, etc., mais je suis sûr que c'est des auteurs qui ont écrit des trucs et que les bolcheviks, les marxistes de l'époque ont produit des documents de réponse et de débat. Moi, je suis plus familier avec genre Kautsky ou même Düring ou bref, différentes personnalités qui ont eu des critiques directement associées à leur nom. Donc ça, c'est plus facile, mais il y a plusieurs noms là-dedans qui me disent rien. Bref, continuons. Ce courant, socialiste en parole et chauvin en fait, se caractérise par une lâche et servile adaptation des, entre guillemets, chefs du socialisme, fermeture des guillemets, aux intérêts non seulement de leur bourgeoisie nationale, mais plus précisément de leur État. Car la plupart de ce qu'on appelle les grandes puissances exploitent et asservissent depuis longtemps nombre de peuples petits et faibles. La guerre impérialiste est précisément une guerre pour le partage et la redistribution de ce genre de butin. La lutte pour soustraire les masses laborieuses à l'influence de la bourgeoisie en général et de la bourgeoisie impérialiste en particulier est impossible sans une lutte contre les préjugés opportunistes à l'égard de l'État. L'État étant entre guillemets, pardon. Nous examinerons d'abord la doctrine de Marx et d'Engels sur l'État, et nous nous arrêterons plus particulièrement aux aspects de cette doctrine qui ont été oubliés ou que l'opportunisme a déformés. Nous étudierons ensuite, spécialement, le principal fauteur de ces déformations, Karl Kautsky, notre personnel, et voilà, on le retrouve encore, celui-là. Un Allemand social-chauvin, réformiste, etc., etc. Fin de mon commentaire personnel. Le chef le plus connu de la Deuxième Internationale, qui a duré de, entre parenthèses, 1889 et 1914. Fin de la parenthèse. Qui a fait si lamentablement faillite pendant la guerre actuelle? Enfin, nous tirerons les principaux enseignements de l'expérience des révolutions russes de 1905 et surtout de 1917. À l'heure présente, entre parenthèses, début d'août 1917, fin de la parenthèse, cette dernière touche visiblement au terme de la première phase de son développement. Mais, d'une façon générale, toute cette révolution ne peut être comprise que si on la considère comme un des maillons de la chaîne des révolutions prolétariennes socialistes provoquées par la guerre impérialiste. Ainsi, la question de l'attitude de la révolution socialiste du prolétariat envers l'État n'acquiert pas seulement une importance politique pratique, elle revêt un caractère d'actualité brûlante, car il s'agit d'éclairer les masses sur ce qu'elles auront à faire pour se libérer du joug du capital dans un très proche avenir. Lénine ou 1917. Commentaire personnel. Donc on voit très bien avec cette dernière phrase que l'objectif du texte est vraiment de
pas seulement être une espèce de texte théorique déconnecté des luttes, mais vraiment d'un éclaircissement de la tâche à accomplir pour vraiment accomplir une révolution qui va perdurer dans le temps, qui va avoir du succès, qui va libérer l'humanité au grand complet des contradictions du capitalisme. Préface à la deuxième édition. Cette deuxième édition est presque entièrement conforme à la première. On a simplement ajouté le paragraphe 7 au chapitre 2. Lénine, Moscou, 17 décembre 1918. Numéro 1. La société de classe et l'État. 1 point. L'État, produit de contradictions de classe inconciliables. J'aurais pensé que le mot aurait dû être irréconciliable, mais bref, je suis moins familier avec le mot inconciliable. Fin mon commentaire personnel. Il arrive aujourd'hui à la doctrine de Marx ce qui est arrivé plus d'une fois dans l'histoire aux doctrines des penseurs révolutionnaires et des chefs des classes opprimées en lutte pour leurs affranchissements. Du vivant des grands révolutionnaires, les classes d'oppresseurs les récompensent par d'incessantes persécutions. Elles accueillent leur doctrine. Je vais juste réduire la grandeur du texte. Et voilà. Elles accueillent leur doctrine par la fureur la plus sauvage, par la haine la plus farouche, par les campagnes les plus forcenées de mensonges et de calomnies. Après leur mort, on essaie d'en faire des icônes inoffensives, de les canoniser, pour ainsi dire, d'entourer leur nom d'une certaine auréole afin de, entre guillemets, consoler les classes opprimées et de les mystifier. Ce faisant, on vide leur doctrine révolutionnaire de son contenu. On la vieillit et on en émousse le tranchant révolutionnaire. C'est sur cette façon d'accommoder, entre guillemets, le marxisme que se rejoignent aujourd'hui la bourgeoisie et les opportunistes du mouvement ouvrier. On oublie, on refoule, on altère le côté révolutionnaire de la doctrine, son âme révolutionnaire. On met au premier plan, on exalte ce qui est ou paraît être acceptable pour la bourgeoisie. Tous les social-chauvins sont aujourd'hui, entre guillemets, marxistes. Ne riez pas. Commentaire personnel, ok. Est-ce que ça c'est un discours qui a été comme pris en note ou c'est un texte? En tout cas, et les savants bourgeois allemands, hier encore spécialisés dans l'extermination du marxisme, parlent de plus en plus souvent d'un Marx, entre guillemets, national allemand, qui aurait éduqué ces associations ouvrières si admirablement organisées pour la conduite d'une guerre de rapine. Devant cette situation, devant cette diffusion inouïe des déformations du marxisme, notre tâche est tout d'abord de rétablir la doctrine de Marx sur l'État. Pour cela, il est nécessaire d'emprunter toute une série de longues citations aux œuvres mêmes de Marx et d'Engels. Sans doute, ces longues citations alourdiront-elles l'exposé et ne contribueront-elles nullement à le rendre plus populaire. Mais il est absolument impossible de s'en dispenser. Tous les passages ou, du moins, tous les passages décisifs des œuvres de Marx et d'Engels sur l'État doivent absolument être reproduits aussi complètement que possible afin que le lecteur puisse lui-même se représenter l'ensemble des conceptions des fondateurs du socialisme scientifique et le développement de ces conceptions. Et aussi, pour que leur déformation par le, entre guillemets, kautskisme, aujourd'hui prédominant, soit démontrée, document à l'appui, et mise en évidence. Commençons par l'ouvrage le plus répandu de F. Engels. L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, dont une 6e édition parue à Stuttgart dès 1894. Il nous faudra traduire la citation d'après les originaux allemands, parce que les traductions russes, bien que très nombreuses, sont la plupart du temps ou incomplètes ou très défectueuses. Longue citation. L'État, dit Engels, en tirant les conclusions de son analyse historique, n'est donc pas un pouvoir imposé du dehors à la société. Il n'en est davantage, entre guillemets, la réalité de l'idée morale, fermeture des guillemets, entre guillemets, l'image et la réalité de la raison, fermeture des guillemets, comme le prétend Hegel. Commentaire personnel. Anti-Düring est un texte qui est, bon, un peu plus long, un peu plus difficile à lire parce qu'il y a des énoncés de mathématiques, de sciences naturelles, etc. Mais aux côtés de
du sarcasme, au côté de le double sens, la critique ouverte, le drama, on pourrait dire en anglais. J'apprécie particulièrement le texte Anti-Düring de Hegel parce qu'il rentre dans Düring à chaque occasion et c'est absolument magnifique de le voir faire et de le lire. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusé à certains passages. Soit dit en passant, on va probablement le lire, mais mon Dieu, c'est comme 600 pages, ça va être toute un œuvre de lire ça. Ça va être plusieurs heures. Mais bon, on ira quand on ira. Fin de mon commentaire personnel. Il est bien plutôt un produit de la société à un stade déterminé de son développement. Il est l'aveu que cette société s'empêtre dans une insoluble contradiction avec elle-même, s'étant scindée en opposition inconciliable qu'elle est impuissante à conjurer. Mais pour que les antagonistes, les classes aux intérêts économiques opposés, ne se consument pas, elle et la société, en une lutte stérile, le besoin s'impose d'un pouvoir qui, placé en apparence au-dessus de la société, doit estomper le conflit, le maintenir dans les limites de, entre guillemets, l'ordre, et ce pouvoir né de la société, mais qui se place au-dessus d'elle et lui devient de plus en plus étranger, c'est l'État. Entre guillemets, page 177-178 de la 6e édition allemande. Fin de la grande citation. Ici se trouve exprimée en toute clarté l'idée fondamentale du marxisme sur le rôle historique et la signification de l'État. L'État est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de la classe sont inconciliables. L'État surgit là, au moment et dans la mesure où, objectivement, les contradictions de classe ne peuvent être conciliées. Et inversement, l'existence de l'État prouve que les contradictions de classe sont inconciliables. Commentaire personnel, on va parler plus tard d'un État qui disparaît avec le temps à travers des contradictions qui se font résoudre à travers le socialisme. Et c'est en réponse à cette déclaration que l'État prouve le besoin d'une classe d'utiliser des moyens de violence pour contrôler et empêcher une autre classe de faire valoir leur intérêt de classe, etc., etc. Et donc, le but de tout socialiste, de tout communiste, est de éventuellement se débarrasser complètement de l'État. Mais ça, c'est perdu. C'est perdu dans certaines personnes qui vont dire « Ah, regardez les communistes, ils veulent un État tout puissant, comme en URSS sous Staline, ils veulent un État qui contrôle tout, qu'en réalité, c'est tout le contraire qu'on désire, mais que c'est pas parce qu'on fait une révolution que le lendemain, on dit, bon, ben, on est arrivé au communisme, on a juste à être des communistes. Tout comme le capitalisme s'est pas rendu aux formes de gouvernement actuelles, à la forme économique actuelle. Il y a eu tout un développement qui a duré des centaines d'années pour qu'on en arrive là où on est aujourd'hui. Ça va prendre au communisme des années et des changements tout aussi graduels, des essais, des erreurs, des tentatives ratées, etc. pour se rendre au communisme. Et en plus, si un État, soi-disant socialiste, peu importe, un État ouvrier, est entouré de pays capitalistes qui ne fait autre que d'essayer de mettre toutes ses ressources pour son élimination et sa contre-révolution vers le capitalisme, ben, il est fort possible qu'on ait besoin d'un appareil étatique fort pour justement avoir une grande armée centralisée, disciplinée, et tout ça requiert un État parce que tu es dans une situation de besoin de survie. Donc le problème de l'État soviétique, avant tout, c'est un problème d'internationalisme. C'est le fait qu'il n'y avait pas d'autres pays avoisinants qui sont devenus révolutionnaires, qui ont fait la révolution, qui avaient des meilleures postures de moyens de production que l'URSS. Mais bref, si on en parle parce que c'est assez stable, c'est assez standard, je devrais dire, pour les bolcheviks de cette époque-là, je veux dire des années 1913, 14, 15, etc., de dire ouvertement que si on fait seulement la révolution en Russie, que la révolution va éventuellement échouer et qu'on va revenir au capitalisme. Dans leur texte à cette époque-là, c'est mondial ou rien. Soit que tu répands ta révolution et qu'il y a d'autres peuples à travers le momentum qui prennent le contrôle, ou tu perds, puis tu vas perdre tous tes acquis, et tu vas redevenir capitaliste. Mais bref, ça vient contredire la théorie stalinienne de socialisme en un seul État. Mais on y reviendra dans un autre texte. Il y a des meilleurs textes que le texte actuel pour parler de ça, d'après moi. Fin de mon commentaire personnel.
Ici se trouve exprimée en toute clarté l'idée fondamentale du marxisme sur le rôle historique et la signification de l'État. L'État est le produit et la manifestation de ce fait que les contradictions de classe sont inconciliables. L'État surgit là, au moment et dans la mesure où, objectivement, les contradictions de classe ne peuvent être conciliées. Et inversement, l'existence de l'État prouve... Oups, je pense que j'ai déjà lu ça. Pardon. C'est précisément sur ce point essentiel et capital que commence la déformation du marxisme. Déformation qui suit deux lignes principales. D'une part, les idéologues bourgeois et surtout petits bourgeois, obligés sous la pression de faits historiques incontestables de reconnaître que l'État n'existe que là où existent les contradictions de classe et la lutte de classe, entre guillemets, corrige Marx de telle sorte que l'État apparaît comme un organe de conciliation des classes. Selon Marx, l'État ne pourrait ni surgir, ni se maintenir si la conciliation des classes était possible. Selon les professeurs et publicistes petits bourgeois et philistins, qui se réfèrent abondamment et complaisamment à Marx, l'État a précisément pour rôle de concilier les classes. Selon Marx, l'État est un organisme de domination de classe, un organisme d'oppression d'une classe par une autre. C'est la création d'un, entre guillemets, ordre, qui légalise et affermit cette oppression en modérant le conflit de classe. Selon l'opinion des politiciens petits bourgeois, l'ordre est précisément la conciliation des classes, et non l'oppression d'une classe par une autre. Modérer le conflit, c'est concilier, et non retirer certains moyens et procédés de combat aux classes opprimées en lutte pour le renversement des oppresseurs. Ainsi, dans la Révolution de 1917, quand le problème de la signification et du rôle de l'État se posa dans toute son ampleur, pratiquement comme un problème d'action immédiate et, qui plus est, d'action de masse, socialistes révolutionnaires et mencheviks versèrent tous, d'emblée et sans réserve, dans la théorie petite bourgeoise de la, entre guillemets, conciliation des classes par l'État, entre guillemets, lui aussi. D'innombrables résolutions et articles d'hommes politiques de ces deux partis sont tout imprégnés de cette théorie petite bourgeoise et philistine de la, entre guillemets, conciliation. Que l'État soit l'organisme de domination d'une classe déterminée, qui ne peut pas être concilié avec son antipode, entre guillemets, avec la classe qui lui est opposée, fin des guillemets, c'est ce que la démocratie petite bourgeoise ne peut jamais comprendre. L'attitude que nos socialistes révolutionnaires et nos mencheviks observent envers l'État est une des preuves les plus évidentes qu'ils ne sont pas du tout des socialistes, entre parenthèses, ce que nous, bolcheviks, avons toujours démontré, fin des guillemets, des parenthèses, mais des démocrates petits bourgeois à phraséologie pseudo-socialiste. Désolé pour la lame Facebook. Commentaire personnel. Aujourd'hui, ce qu'on va voir plus dans la modernité, c'est cette théorie-là, qui n'est pas exactement de conciliation, mais qui va dire, par exemple, que l'État est fondamentalement neutre et que pour faire les réformes sociales, comme pour la répartition de la richesse, pour taxer les riches, pour faire ci, pour faire ça, on n'a simplement qu'à prendre le contrôle de l'État, et puisque l'État n'est rien qu'un outil neutre à être utilisé par n'importe quel parti qui gagne, ben si on réussit à faire ça, on va réussir à changer la société pour qu'elle soit plus juste, plus généreuse, plus morale, etc., etc., etc. C'était la théorie de Bernstein, qui se fait accoster par Rosa Luxembourg dans son Réforme Révolution, où est-ce que Bernstein voyait le capitalisme en ascension dans une période historique quand même assez hors du commun. Ils ont eu une stabilité pendant 20 ans, sinon un peu plus de 20 ans avant la Première Guerre mondiale. Alors lui, il s'est dit, « Ah, mon Dieu, regardez cette magnifique ligne droite. Plus notre société va évoluer, plus les gens vont avoir de l'éducation, plus les syndicats vont pouvoir améliorer les choses au niveau du travail, plus ci, plus ça, et éventuellement, on va arriver au socialisme. On n'a qu'à faire un travail normal de gauchiste, de réforme, de ci, à travers le gouvernement pour se rendre au socialisme. Pas besoin de faire la révolution. » Et après, la Première Guerre mondiale est déclenchée et, on dirait que ces perspectives ne se sont pas matérialisées. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est cette naïveté de penser que voter pour nous et lorsqu'on va être au pouvoir, on va tout changer et on va tout changer pour que notre société soit une société de gauche. Ce qui n'est absolument pas une compréhension du fonctionnement du capitalisme. Juste pour donner un exemple, l'exploitation de classe n'est pas ratifiée en loi. L'exploitation de la valeur ou la prise de survalue
sur notre travail n'est pas une loi votée en Parlement, mais c'est un processus normal qui dépasse les lois. C'est le fonctionnement du système au complet qui en dépend. Les lois vont encadrer comme les coins, là, ils vont arrondir les coins, mais même à ça, les compagnies, la plupart du temps, ne respectent même pas ces lois-là. Ou vont arriver à un point où est-ce qu'on va défaire ces lois-là quand les compagnies ont besoin de faire plus de profit. Alors, l'exploitation est sous-entendue sous le capitalisme, peu importe l'activité de l'État lui-même. En fait, c'est pour ça qu'on dit que l'État fait partie de la superstructure par-dessus la base, tandis que la base, elle, existe pour donner vie à l'État. Donc, de penser que la superstructure peut renverser la base, c'est un peu de pas comprendre l'origine des choses et leur cheminement. Continuons. Ainsi, dans la Révolution de 1917, quand le problème de la signification et du rôle de l'État se posa dans toute son ampleur, pratiquement... Oups, j'ai déjà lu ça. Je me distrais moi-même, j'en suis désolé. Continuons. D'autre part, il y a la déformation, entre guillemets, kautskiste, fermeture des guillemets, du marxisme, qui est beaucoup plus subtil. Entre guillemets, théoriquement, on ne conteste ni que l'État soit un organisme de domination de classe, ni que les contradictions de classe soient inconciliables. Mais on perd de vue ou l'on estompe le fait suivant. Si l'État est né du fait que les contradictions de classe sont inconciliables, s'il est un pouvoir placé au-dessus de la société et qui, entre guillemets, lui devient de plus en plus étranger, fermeture des guillemets, il est clair que l'affranchissement de la classe opprimée est impossible, non seulement sans une révolution violente, mais aussi sans la suppression de l'appareil du pouvoir d'État qui a été créé par la classe dominante et dans lequel est matérialisé ce caractère, entre guillemets, étranger. Cette conclusion, théoriquement claire par elle-même, Marx l'a tirée avec une parfaite précision, comme nous le verrons plus loin, de l'analyse historique concrète des tâches de la Révolution, et c'est précisément cette conclusion que Kautsky, nous le montrerons en détail dans la suite de notre exposé, a, entre guillemets, oublié et dénaturé. Détachements spéciaux d'hommes, armes, prisons, etc. Et je vais fermer mon WhatsApp que je devrais faire avant de faire mes audiolivres. Voyons voir. Je suis désolé. C'est aussi parce qu'en ce moment, je fais cet enregistrement à mon bureau de travail. Et donc, les choses sont comme set-up un peu différemment que mon ordinateur personnel, évidemment. Numéro 2. Détachements spéciaux d'hommes, armes, prisons, etc. Longue citation. Par rapport à l'ancienne organisation gentilliste, tribunal ou clanade, poursuit Engels, l'État se caractérise en premier lieu par la répartition de ses ressortissants d'après le territoire. Fin de la citation. Cette répartition nous paraît, entre guillemets, naturelle, mais elle a nécessité une longue... Voyons donc, comment ça se fait? Mais elle a nécessité une lutte de longue haleine contre l'ancienne organisation par tribu ou par clan. Longue citation. En second lieu, vient l'institution d'une force publique qui ne coïncide plus directement avec la population s'organisant elle-même en force armée. Cette force publique particulière est nécessaire parce qu'une organisation armée autonome de la population est devenue impossible depuis la scission en classes. Cette force publique existe dans chaque État. Elle ne se compose pas seulement d'hommes armés, mais aussi d'annexes matérielles, de prisons et d'établissements pénitentiaires de toutes sortes, qu'ignorait la société gentilliste, clanale, etc. Fin de la citation. Engels développe la notion de ce pouvoir, entre guillemets, qui s'appelle l'État, pouvoir issu de la société, mais se plaçant au-dessus d'elle et lui devenant de plus en plus étranger. Ce pouvoir, en quoi consiste-t-il principalement? En des détachements spéciaux d'hommes armés, disposant de prisons, etc. Nous avons le droit de parler de détachements spéciaux d'hommes armés parce que la force publique propre à tout État, entre guillemets, ne coïncide plus directement, fin des guillemets, avec la population armée, avec, entre guillemets, l'organisation armée autonome de la population, fin des guillemets.
Comme tous les grands penseurs révolutionnaires, Engels a soin d'attirer l'attention des ouvriers conscients précisément sur ce qui apparaît aux Philistines dominants comme la chose la moins digne de retenir l'attention, la plus coutumière et consacrée par des préjugés non seulement tenaces, mais, pourrait-on dire, pétrifiés. L'armée permanente et la police sont les principaux instruments de la force du pouvoir d'État. Mais comment pourrait-il en être autrement? Pour l'immense majorité des Européens de la fin du 19e siècle, auxquels s'adressait Engels et qui n'avaient ni vécu ni observé de près une seule grande révolution, il ne pouvait en être autrement. Ils ne comprenaient pas du tout ce qu'est, entre guillemets, l'organisation armée autonome de la population, fin des guillemets. À la question de savoir pourquoi est apparue la nécessité de détachements spéciaux d'hommes armés, entre parenthèses, police, armée permanente, fin des parenthèses, placés au-dessus de la société et lui devenant étrangers, les Philistins des pays d'Europe occidentale et de Russie sont enclins à répondre par 2-3 phrases empruntées à Spencer ou Mikhailovsky, en rappelant la complication croissante de la vie sociale, la différenciation des fonctions, etc. Ce rappel a une apparence entre guillemets scientifique. Il endort admirablement le vulgaire en estompant le principal, l'essentiel, ce qui est la division de la société en classes irrémédiablement hostiles. Sans cette division, entre guillemets, l'organisation armée autonome de la population, fin des guillemets, se distinguerait par sa complexité, le niveau élevé de sa technique, etc., de l'organisation primitive d'une troupe de singes s'armant de bâtons ou de celle d'hommes primitifs ou associés en clans. Mais elle serait possible. Elle est impossible parce que la société civilisée est scindée en classes hostiles et, qui plus est, irrémédiablement hostiles, dont l'armement, entre guillemets, autonome, entraînerait une lutte armée entre elles. L'État se forme. Il se crée une force spéciale, des détachements spéciaux d'hommes armés, et chaque révolution, en détruisant l'appareil d'État, nous montre de la façon la plus évidente comment la classe dominante s'efforce de reconstituer les détachements spéciaux d'hommes armés qui la servaient, et comment la classe opprimée s'efforce de créer une nouvelle organisation de ce genre, capable de servir non les exploiteurs, mais les exploités. Dans le passage cité, Engels pose théoriquement le problème que toute grande révolution nous pose pratiquement, concrètement et à l'échelle d'une action des masses, à savoir le problème des rapports entre les détachements entre guillemets spéciaux d'hommes armés et l'organisation armée autonome de la population, fin des guillemets. Nous verrons comment ce problème est illustré concrètement par l'expérience des révolutions européennes et russes. Mais revenons à l'exposé d'Engels. Il montre que, parfois, dans certaines régions de l'Amérique du Nord, par exemple, cette force publique est faible. Entre parenthèses, il s'agit, exception bien rare dans la société capitaliste, de ces régions de l'Amérique du Nord où, dans la période pré-impérialiste, prédominait le colon libre, fin des parenthèses, mais que, d'une façon générale, elle se renforce. Début d'une longue citation. Elle se renforce à mesure que les contradictions de classe s'accentuent à l'intérieur de l'État et que les États limitrophes deviennent plus grands et plus peuplés. Considérons plutôt notre Europe actuelle, où la lutte des classes et la rivalité de conquête ont fait croître à tel point la force publique qu'elle menace de dévorer la société entière et même l'État. Fin de la citation. Ces lignes furent écrites au plus tard, au début des années 90, donc 1890. La dernière préface d'Engels est datée du 16 juin 1891. À cette époque, le tournant opéré vers l'impérialisme, donc domination absolue des trusts, toute puissance des grosses banques, grandes politiques coloniales, etc., ne faisait que s'amorcer en France. Il s'annonçait à peine en Amérique du Nord et en Allemagne. Depuis, la, entre guillemets, rivalité des conquêtes a fait un pas de géant. D'autant plus que peu après 1910, le globe s'est trouvé définitivement partagé entre ses, entre guillemets, conquérants rivaux, fin des guillemets, c'est-à-dire entre les grandes puissances spoliatrices. Spoliatrices, ok, j'imagine que c'est le terme anglais spoils, donc
d'exploitation, ils vont aller exploiter, coloniser, etc. Les armements militaires et navals se sont depuis lors démesurément accrus et pendant la guerre de rapine de 1914 à 17, pour la domination de l'Angleterre ou de l'Allemagne sur le monde, pour le partage du butin, un pouvoir d'État rapace a, entre guillemets, dévoré toutes les forces de la société à un tel point qu'on se trouve au seuil d'une catastrophe totale. Engels a su montrer dès 1891 que la, entre guillemets, rivalité de conquête, fin des guillemets, était un des principaux traits distinctifs de la politique extérieure des grandes puissances, tandis qu'en 1914 14 à 17, à un moment où cette même rivalité, énormément aggravée, a engendré la guerre impérialiste, les gredins du social-chauvinisme camouflent la défense des intérêts spoliateurs de, entre guillemets, leur bourgeoisie par des phrases sur la, entre guillemets, défense de la patrie, entre guillemets, la défense de la République et de la Révolution, fin des guillemets, etc. Numéro 3. L'État, instrument pour l'exploitation de la classe opprimée. Pour entretenir une force publique spéciale placée au-dessus de la société, il faut des impôts et une dette publique. Longue citation. Disposant de la force publique et du droit de faire entrer des impôts, écrit Engels, les fonctionnaires, comme organes de la société, sont placés au-dessus de la société. La libre estime qu'on témoignait de plein gré aux organes de l'organisation gentilliste, clanale, ne leur suffit point, même en supposant qu'ils pourraient en jouir. Fin de la citation. Des lois d'exception ont été décrétées proclamant la sainteté et l'inviolabilité d'un fonctionnaire. Entre guillemets, le plus vil policier a plus d'autorité, entre guillemets, que le représentant du clan. Mais même le chef militaire d'un État civilisé peut envier au représentant d'un clan, entre guillemets, l'estime spontanée, fin des guillemets, dont il jouissait dans la société. Le problème de la situation privilégiée des fonctionnaires en tant qu'organe du pouvoir d'État se trouve ainsi posé. L'essentiel est de savoir ce qui les place au-dessus de la société. Nous verrons comment cette question de théorie fut résolue dans la pratique par la Commune de Paris en 1871 et estompée dans un esprit réactionnaire par Kautsky en 1912. Début d'une longue citation. Comme l'État est né du besoin de refréner des oppositions de classe, mais comme il est né, en même temps, au milieu du conflit de ces classes, il est, dans la règle, l'état de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. Fin de la citation. Non seulement l'État antique et l'État féodal furent les organes de l'exploitation des esclaves et des serfs, mais, entre guillemets, l'État représentatif moderne est l'instrument de l'exploitation du travail salarié par le capital. Exceptionnellement, il se présente pourtant des périodes où les classes en lutte sont si près de s'équilibrer que le pouvoir de l'État, comme pseudo-médiateur, garde pour un temps une certaine indépendance vis-à-vis de l'une et de l'autre. Fin de la citation. Telle la monarchie absolue des XVIIe et XVIIIe siècles, tel le bonapartisme du Premier et du Second Empire en France, tel le régime de Bismarck en Allemagne, commentaire personnel, et j'ajouterais aujourd'hui, par exemple, des manœuvres bonapartistes, comme par exemple Trump, Bolsonaro, Poutine en Russie, où est-ce que il y a des intérêts des capitalistes de ces États-là, mais il y a une profonde instabilité économique qui se traduit en, évidemment, une profonde instabilité politique, soit parce qu'il y a une prise de pouvoir par un pouvoir impérialiste sur les moyens de production d'un certain pays en particulier, et donc que les représentants démocratiquement entre guillemets toujours élus, vont devoir prioriser les intérêts des impérialismes étrangers au lieu des peuples qui ont voté pour ces personnes-là. Donc se produit une instabilité, une frustration, une lutte. Mais tout ça pour dire que en période d'instabilité, c'est là que les gouvernements Bonaparte apparaissent. Des gouvernements qui se plaignent de tout le monde, qui disent vouloir faire leur propre affaire différente, mais qui, magiquement et comme par hasard, ne défont jamais le fonctionnement du capitalisme lui-même.
Les compagnies continuent d'exister, les profits continuent de couler. Donc, c'est ces gens-là qui se disent tellement hors de l'ordinaire politique. Ah, il faut changer les choses, il faut avoir une nouvelle approche, ça marche plus, etc. Ben, comme par hasard, c'est tout aussi des représentants du capital et de leurs intérêts que leurs prédécesseurs plus libéraux, plus progressistes, etc. Donc, l'espèce de mention des États bonapartistes du livre en ce moment, ben, on en a encore aujourd'hui, mais c'est sous une forme différente de l'époque, mais avec le même objectif d'avoir un effet de stabilisation et un effet de domination de l'État sur les classes qui sont opprimées, mais qui deviennent un peu trop fortes au goût des capitalistes. Il faut les mater, il faut les défendre, les faire descendre, il faut les désarmer, il faut les répandre, les isoler, etc. Fin de mon commentaire personnel. Tel, ajouterons-nous, le gouvernement Kerensky dans la Russie républicaine, après qu'il ait commencé à persécuter le prolétariat révolutionnaire, à un moment où les soviets, du fait qu'ils sont dirigés par des démocrates petits bourgeois, sont déjà impuissants, tandis que la bourgeoisie n'est pas encore assez forte pour les dissoudre purement et simplement. Dans la République démocratique, poursuit Engels, la richesse exerce son pouvoir d'une façon indirecte, mais d'autant plus sûre. Ah, ça c'est une citation, désolé. À savoir, premièrement, par la, entre guillemets, corruption directe des fonctionnaires, fin des guillemets, entre parenthèses, Amérique, commentaire personnel. Donc, toutes les espèces de conspis anti-Trudeau qui disent que tout le monde sont corrompus devraient lire ce texte, mon Dieu, si vous voulez comprendre la nature de notre gouvernement et ne pas juste dire que le problème c'est les gouvernements. Ben, c'est ça qu'il faut lire. Fin de mon commentaire personnel. Deuxièmement, par, entre guillemets, l'alliance entre le gouvernement et la bourse, fermeture des guillemets, entre parenthèses, France et Amérique. Aujourd'hui, dans les républiques démocratiques telles qu'elles soient, l'impérialisme et la domination des banques ont, entre guillemets, développé, fin des guillemets, jusqu'à en faire un or peu commun. Ces deux moyens de défendre et de mettre en œuvre la toute-puissance de la richesse. Si, par exemple, dès le premier mois de la République démocratique de Russie, pendant la lune de miel, pourrait-on dire du mariage des, entre guillemets, socialistes, fin des guillemets, donc socialistes révolutionnaires et mencheviques, avec la bourgeoisie au sein du gouvernement de coalition, M. Palczynski a saboté toutes les mesures visant à juguler les capitalistes et à refréner leur exaction, leur mise au pillage du trésor par le biais des fournitures militaires. Et si ensuite M. Palczynski, sorti du ministère, entre parenthèses, et remplacé naturellement par un autre Palczynski, tout pareil, fin de la parenthèse, est, entre guillemets, gratifié par les capitalistes d'une sinécure comportant un traitement de 120 000 roubles par an. Qu'est-ce donc que cela? De la corruption directe ou indirecte? Une alliance du gouvernement avec les syndicats capitalistes ou des relations amicales? Quel rôle jouent les Tchernov et les Tsereteli? Les Avksentiev et les Skobelev. Sont-ils les alliés, entre guillemets, directs ou seulement indirects des millionnaires dilapadeurs des deniers publics? Et commentaire personnel, j'ajouterais par exemple la gouvernance municipale de Montréal dans ce groupe de personnes-là parce que, par exemple, les soi-disant gouvernements de gauche vont dire « Votez pour moi, on va aider les pauvres, on va aider les femmes, on va aider les malades, on va aider les gens. » Bon, super. Mais leur logique est que on va faire un surplus budgétaire et on va réinvestir ce surplus budgétaire-là, dans le fond, pour faire le bien social. C'est l'objectif de ces partis de gauche-là. Parce que, par exemple, s'ils n'ont aucun surplus budgétaire et sont en déficit, ça va créer, encore une fois, une obligation de coupure et une réorientation des richesses vers les investissements qui vont produire une plus-value, un argent, un profit qui va rétablir le budget. Ou faire des coupures de services publics, etc. pour privatiser. Fait que ça, c'est dans un univers de budget qui est à la baisse, dans leur logique, mais dans un contexte où les budgets peuvent être trouver des surplus, ben là, on va dire, votez pour moi, on va investir les surplus dans votre camp, dans votre communauté, pour vous faire du bien à vous autres. Mais la question pour nous, les marxistes, est d'où viennent ces surplus? Et dans le cas de la Ville de Montréal, le budget est presque entièrement financé par la taxe foncière. Ce qui veut dire que pour la Ville de Montréal, la gentrification est bénéfique pour la gauche politique, parce qu'à travers la gentrification, il y a une hausse de la valeur foncière, il y a une hausse des taxes qui est en relation à la valeur foncière. Donc, le nombre d'argent qu'on retire
des poches des propriétaires augmente parce que le pourcentage est le même. Mais le nombre total augmente. Et donc, avec ce surplus-là, on peut aller satisfaire des, entre guillemets, redistribution de la richesse. Mais on voit encore l'effet et la priorisation de la performance du privé. On veut en premier lieu que le privé, que la propriété, que le profit roule, coule, s'effectue avant de faire un surplus et de se donner un air de progressiste. Mais encore une fois, le capital est prioritaire. Il l'est toujours. Continuons. La toute-puissance de la, entre guillemets, richesse est plus sûre en République démocratique parce qu'elle ne dépend pas des défauts de l'enveloppe politique du capitalisme. La République démocratique est la meilleure forme politique possible du capitalisme. Aussi bien le capital, après s'en être emparé, entre parenthèses, par l'entremise des Palczynski, Tchernov, Tsereteli et compagnie, fin de la parenthèse, assoit son pouvoir si solidement, si sûrement, que celui-ci ne peut être ébranlé par aucun changement de personne, d'institution ou de parti dans la République démocratique bourgeoise. Commentaire personnel, donc c'est un système qui est... Oui, peut-être qu'un système plus répressif peut aller détruire un syndicat puis assurer une redistribution des profits vers les riches plus rapidement, plus expressément, etc., comme on voit en ce moment avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Argentine en 2024. C'est un gars qui est comme un laquais de la finance internationale, mais je me rappelle plus de son nom, j'ai comme un blank. Son nom, c'est... Je me rappelle plus, mais bref, ça pour dire que, tu sais, les dictatures et tout ça, c'est profondément instable, de par leur besoin de mettre le grand leader comme personnalité publique number one que tout le monde doit regarder et vénérer. Mais quand cette personne-là meurt, se fait remplacer, il y a comme une instabilité, une lutte de pouvoir interne, le parti n'est pas uni, puis ça provoque plein de troubles pour la stabilité du capitalisme. L'autre avantage du capitalisme démocratique, donc la social-démocratie qu'on a en ce moment, c'est que en temps de crise, on peut blâmer le gouvernement. Donc le capitalisme au complet à travers le monde est en crise à cause de ses propres contradictions. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que vu qu'on n'a pas de conscience de classe puis du fonctionnement du système dans son entièreté, on va blâmer la personne à la tête du gouvernement. Ah, c'est Trudeau. Ah, c'est Legault. Ah, c'est ci. Ah, c'est ça. Donc, on va avoir des élections. On va avoir quelqu'un de nouveau. Parce qu'on nous fait convaincre, on nous fait penser que changer de gouvernement peut résorber la crise du capitalisme, quand dans le fond, c'est pas du tout le cas. Ça n'a jamais été le cas. Donc, c'est comme une couche d'idéologie qui est additionnée pour faire comme une soupape de pression qu'on peut ouvrir en temps de crise sociale, crise économique, etc. Dans une dictature, c'est le contraire qui se passe. Au lieu de blâmer le gouvernement comme soupape pour réduire la pression et changer le gouvernement, on va changer la réalité. On va dire que les choses vont bien, on va dire qu'il n'y a pas de problème, on va dire que tout roule, tout baigne. Pour légitimer le gouvernement en place, parce qu'on peut pas le changer. Fait que pourquoi vous plaignez, tout va bien, tout est rose, tout va mieux aller avec nous autres, on est les meilleurs. Mais le problème avec ça, c'est que les gens vivent, ils souffrent, et donc, éventuellement, la réaction, c'est de dire, on veut changer de gouvernement, mais vu que le gouvernement est unique, ça veut dire renverser le gouvernement au complet, et non pas juste faire une élection où est-ce que tout le reste des organes démocratiques reste idem. En l'instance de la Chine, si les gens, si la classe ouvrière, ou lorsque la classe ouvrière va se battre contre son gouvernement autocratique, ils vont avoir la tâche historique de renverser la machine au complet. Ça va être révolutionnaire de par sa propre nécessité, dans le fond. Tandis que nous, quand les gens disent « on se bat contre Legault, on se bat contre Trudeau », c'est pas automatique qu'on dit genre « et donc, il faut détruire le gouvernement au complet ». Nous autres, on a cette soupape-là. Bref, je m'éternise, on continue. Il faut noter encore qu'Engels est tout à fait catégorique lorsqu'il qualifie le suffrage universel d'instrument de domination de la bourgeoisie. Le suffrage universel, dit-il, tenant manifestement compte de la longue expérience de la social-démocratie allemande, est, citation, l'indice qui permet de mesurer la maturité de la classe ouvrière. Il ne peut être rien de plus. Il ne sera jamais rien de plus dans l'état actuel. Fin de la citation. Les démocrates, petits bourgeois tels que nos socialistes révolutionnaires et nos mencheviks, de même que leurs frères jumeaux, tous les social chauvins et opportunistes de l'Europe occidentale, attendent précisément quelque chose, entre guillemets, de plus, fermeture des guillemets, du suffrage universel. Ils partagent eux-mêmes et inculquent au peuple cette idée fausse que le suffrage universel, entre guillemets, dans l'état actuel, est capable de traduire réellement la volonté de la majorité des travailleurs
et d'en assurer l'accomplissement. Nous ne pouvons ici que relever cette fausse idée, en indiquant simplement que la déclaration absolument claire, précise et concrète d'Engels est altérée à chaque instant dans la propagande et l'agitation des partis socialistes, entre guillemets, officiels, entre parenthèses, c'est-à-dire opportunistes. Commentaire personnel. Pardon. Opportuniste veut seulement dire sacrifier la révolution à long terme, le mouvement à long terme, la construction de ce mouvement-là pour des gains limités à court terme pour certaines personnes ou certains micro-groupes de la classe ouvrière. Donc, c'est de sacrifier la révolution pour des gains à court terme. Mais dans le fond, tu perds la révolution. Fait que tu as tout sacrifié, dans le fond. Tu es devenu un autre parti de gauche libéral. À même l'opportunisme. Continuons. La suite de notre exposé des vues de Marx et d'Engels sur l'état, entre guillemets, actuel explique en détail toute la fausseté de la conception que réfute ici Engels. Voici en quels termes celui-ci donne, dans son ouvrage le plus populaire, le résumé d'ensemble de ses conceptions. Longue citation. L'État n'existe donc pas de toute éternité. Il y a eu des sociétés qui se sont tirées d'affaire sans lui, qui n'avaient aucune idée de l'État et du pouvoir d'État, à un certain stade de développement économique, qui était nécessairement lié à la division de la société en classes. Cette division fit de l'État une nécessité. Nous nous rapprochons maintenant, à pas rapide, d'un stade de développement de la production dans lequel l'existence de ces classes a non seulement cessé d'être une nécessité, mais devient un obstacle positif à la production. Ces classes tomberont aussi inévitablement qu'elles ont surgi autrefois. L'État tombe inévitablement avec elles. La société, qui réorganisera la production sur la base d'une association libre et égalitaire des producteurs, reléguera toute la machine de l'État là où sera dorénavant sa place, au musée des Antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. Fin de la longue citation. On ne rencontre pas souvent cette citation dans la littérature de propagande et d'agitation de la social-démocratie contemporaine, mais même lorsqu'elle se rencontre, on la reproduit le plus souvent comme si l'on voulait s'incliner devant une icône, c'est-à-dire rendre officiellement hommage à Engels, sans le moindre effort de réflexion sur l'étendue et la profondeur de la révolution qu'implique cette, entre guillemets, relégation de toute la machine de l'État au musée des Antiquités. Fermeture des guillemets. La plupart du temps, il ne semble même pas que l'on comprenne ce qu'Engels voulait dire par machine de l'État. Numéro 4. Je vais juste vérifier, mon enregistrement dure depuis combien de temps? 52 minutes? D'accord, je vais faire, je crois, le numéro 4 et ça va compléter la première partie de ce livre. Numéro 4. Entre guillemets, extinction de l'État et révolution violente. Les formules d'Engels sur l'extinction de l'État, en parenthèse, jouissent d'une si large notoriété, elles sont si fréquemment citées, elles mettent si bien en relief ce qui fait le fond même de la falsification habituelle du marxisme accommodé à la sauce opportuniste, qu'il est nécessaire de s'y arrêter plus longuement. Citons en entier le passage d'où elles sont tirées. Longue citation, camarades. C'est presque une page au complet. Le prolétariat s'empare du pouvoir d'État et transforme les moyens de production d'abord en propriété d'État. Mais par là, il se supprime lui-même en tant que prolétariat. Il supprime toutes les différences de classe et opposition de classe également en tant qu'État. La société antérieure, évoluant dans des oppositions de classe, avait besoin de l'État, c'est-à-dire, dans chaque cas, d'une organisation de la classe exploiteuse pour maintenir ses conditions de production extérieures. Donc, surtout pour maintenir par la force la classe exploitée dans les conditions de pression données par le mode de production existant, entre parenthèses, esclavage, servage, salariat. Fin des parenthèses. L'État était le représentant officiel de toute la société, sa synthèse en un corps visible, mais cela, il ne l'était que dans la mesure où il était l'État de la classe qui, pour son temps, représentait elle-même toute la société. Dans l'Antiquité, État des citoyens propriétaires d'esclaves au Moyen Âge, de la noblesse féodale, à notre époque, de la bourgeoisie. Quand il finit par devenir effectivement le représentant de toute la société, il se rend lui-même superflu. Dès qu'il n'y a plus de classe sociale à tenir dans l'oppression, dès que, avec la domination de classe et la lutte pour l'existence individuelle motivée par l'anarchie antérieure de la production, sont éliminés également les collisions et les excès qui en résultent.
Il n'y a plus rien à réprimer qui rend nécessaire un pouvoir de répression, un État. Le premier acte dans lequel l'État apparaît réellement comme représentant de toute la société, la prise de possession des moyens de production au nom de la société, est en même temps son dernier acte propre en tant qu'État. L'intervention d'un pouvoir d'État dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l'autre et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l'administration des choses et à la direction des opérations de production. L'État n'est pas, entre guillemets, aboli, il s'éteint. Voilà qui permet de juger la phrase creuse sur, entre guillemets, l'État populaire libre, tant du point de vue de sa justification temporaire comme moyen d'agitation que du point de vue de son insuffisance définitive comme idée scientifique. De juger également la revendication de ceux qu'on appelle les anarchistes, d'après laquelle l'État doit être aboli le jour au lendemain. Fin de la citation complète. Anti-Düring, Monsieur I. Düring bouleverse la science. C'est ça le titre en français? OK. Page 301 à 303 de la 3e édition allemande. En gros, commentaire personnel, je pense que de deux choses l'une. Je reprends la citation, dans chaque cas d'une organisation de la classe exploiteuse pour maintenir ses conditions de production extérieure, donc surtout pour maintenir par la force la classe exploitée. Certes, fait que là on peut penser à la police et l'armée. Ou est-ce que quand les capitalistes, ils ne respectent pas nos contrats de travail, ils exploitent la nature, ils détruisent l'environnement, ils rendent des gens malades, quand les propriétaires de logements ils sacent le monde de mort, où est la police? On peut pas la voir, on peut pas la trouver. Mais quand les ouvriers se battent pour, dans le fond, avoir justice, avoir un paiement à la hauteur de leur valeur, avoir respect, avoir des assurances qui leur permettent de pas juste mourir à la job, qui c'est qu'on déploie pour aller mater toutes ces manifestations-là? C'est la police. Donc ça, c'est un peu le moyen de force à travers lequel l'État se défend des attaques des classes qu'elle opprime. Et l'armée, bien sûr, est déployée au Canada, par exemple, lorsque les Premières Nations, les Autochtones, etc., les Inuits, se battent pour avoir plus de contrôle sur leurs terres, leurs ressources, leur nourriture, etc. On déploie qui? La police montée et l'armée canadienne, comme à la crise d'Oka du Québec. Donc, c'est bizarre, mais on déploie juste par coïncidence, dans le fond. Juste l'armée et la police, quand c'est notre classe qui se bat pour arrêter d'être exploitée, mais quand la classe capitaliste exploite notre classe, là, la police, elle pourrait pas plus être de leur bord pour maintenir le respect et l'ordre et la démocratie et tout ça. Donc ça, je trouvais ça intéressant de le mentionner, mais je voulais aussi dire que l'État a un rôle de reproduction qui va plus loin que juste par la force. Je pense que juste résumer État par force, c'est un peu de le diminuer, parce que l'État est engagé à reproduire une certaine idéologie de la bourgeoisie qui normalise sa domination. Et quand je dis la normalise, ça veut dire que elle prend la domination de la bourgeoisie et la rend comme acteur social positif. Un peu à la même sauce que les anciens empires disaient que l'esclavagisme et l'impérialisme, la colonisation, dans le fond, étaient dans l'intérêt des gens qu'on colonisait, parce que ces gens-là étaient des sauvages qui n'étaient pas capables de prendre soin d'eux autres, et donc il fallait y aller là avec notre bonne religion, notre bonne connaissance technique, philosophie, etc., pour les dompter, pour qu'ils deviennent des humains plus évolués. Donc ça, c'était l'idéologie de la période. Aujourd'hui, l'idéologie évolue à chaque année à différents sujets, où est-ce que, à une certaine époque, le mariage homosexuel est complètement inadmissible. Là, l'État s'est ajusté pour stabiliser le tout et incorporer les gays, par exemple, dans le capitalisme, dans les moyens de production. On leur donne des jobs et des positions de pouvoir. Donc, on va leur donner des droits et maintenant qu'ils produisent et qu'ils exploitent, les gays sont en large partie absorbés par l'État, du moins au Québec, au Canada, etc. Donc, à un moment donné, l'État peut, par son idéologie créée et ses lois, ostraciser une population spécifique pour son exploitation la plus accrue. Et nous, on est capable de lutter, notre classe, Stonewall, les luttes, les marches, les grèves et tout ça. Et l'État va être obligé de, pour stabiliser le tout, nous donner des choses qu'on gagne. Et donc là, on se fait absorber par le corps social et qu'on se fait absorber par l'État, la logique de l'État, la logique du capitalisme, et on peut devenir nous-mêmes un exploiteur si on fait pas attention. C'est un peu le cas, c'est pour ça que je mentionne ça, parce qu'on a produit un article là, sur le site de l'Alternative socialiste qui s'appelle Le village disparaîtra-t-il ou le village... Bref, c'est un article sur le village gay de Montréal
qui parle de la chambre de commerce qui représente les petits commerçants gays et qui maintenant fait tout en son pouvoir pour changer le nom du village gay en quartier inclusif, pour se débarrasser du drapeau, pour avoir un drapeau jaune vraiment plate, neutre, qui veut rien dire. Et donc, juste à travers la satisfaction des intérêts économiques, des gens qui veulent acheter des affaires, ou des gens qui veulent investir, ou peu importe, on défait cette identité-là qui était si importante dans ce village-là, qui est, soit dit en passant, le deuxième village gay de Montréal. Il y en avait un autre avant qui est mort et qui a disparu et qu'on n'en parle plus. Et maintenant, on assiste à la même chose. Donc, l'État est malléable. L'État absorbe et rejette. L'État s'adapte et peut donner, peut revenir, peut enlever. Tout ça dans l'intérêt de stabiliser et de maintenir le capitalisme. Donc, c'est pas juste la force et la violence, ça en fait partie. Les gays, quand ils se battaient dans les années 70, ils se faisaient battre, la police faisait descendre dans leur bar, donc ça, c'est l'utilisation de force, mais c'est aussi l'utilisation de l'idéologie pour défaire ces mouvements-là, les inclure, leur donner des droits, soi-disant, entre guillemets, soi-disant, encore une fois, entre guillemets, les libérer. Mais après ça, ils perdent leur besoin de libération et arrêtent la lutte parce qu'ils pensent qu'ils ont gagné, mais dans le fond, non, parce que le capitalisme se maintient. Ils vont perdre ces droits-là quand le prochain gouvernement autocrate de droite va gagner, Trump ou peu importe, au Québec, au Canada, peu importe. Puis là, voilà, on perd les droits qu'on a déjà eus. Autre comparaison, ce serait de dire que même si on a absorbé, par exemple, les gays, village gay, mariage gay, tu sais, les trans ne sont pas encore égales. Bref, les asexuels, les transsexuels et toutes les autres identités sont victimes de tout plein d'oppressions différentes. Puis, quand un mouvement de lutte se battait pour certaines choses, on aurait pu inclure ces revendications-là dans le mouvement si on l'avait continué. Mais quand on se fait donner des choses à notre groupe spécifique d'hommes blancs gays, on arrête de lutter, là, c'est la lutte au complet qui arrête. Fait que là, il faut comme recommencer à zéro. Fait que c'est ce discours-là un peu rempli de contradictions avec les mesures réformistes, parce que c'est des victoires. C'est des victoires pour notre classe. Mais les contradictions disent que, ou de les voir avec leurs contradictions, c'est que des fois, le mouvement peut grandir à l'aide d'une victoire parce qu'on se rend compte qu'on est capable de gagner des choses et donc on va se battre 2 fois plus fort pour gagner encore plus. Ou le contraire peut aussi arriver. On gagne quelque chose, on a gagné, on est tanné de se battre, on arrête. Dans les deux cas, il faut s'adapter puis il faut faire le plus qu'on peut pour pousser ça vers l'organisation révolutionnaire. Donc, bref, s'adapter. Mais ça, je ne vais pas me trop rentrer dans les détails, je vais continuer avec le texte. Fin de mon commentaire personnel. C'est un passage important, par exemple, du livre. Fait que je voulais quand même y réagir. Puis le comprendre, je trouve ça important. Pas juste de lire et dire l'État va s'effacer. Ça, c'est une autre affaire que je vais parler plus tard, mais les exemples que moi-même j'utilise pour l'expliquer dans ma vie de tous les jours viennent de ce texte-là. Donc, j'ai l'impression que je peux juste aller lire et éventuellement, on va bien l'expliquer dans le livre. Donc, faites confiance au livre. Il est bon, ça s'en vient. On peut dire, sans crainte de se tromper, que ce raisonnement d'Engels, si remarquable par sa richesse de pensée, n'a laissé dans les partis socialistes aujourd'hui d'autres traces de pensée socialiste, que la notion d'après laquelle l'État, entre guillemets, s'éteint. Selon Marx, contrairement à la doctrine anarchiste de, entre guillemets, l'abolition de l'État. Tronquer ainsi le marxisme, c'est le réduire à l'opportunisme, car après une telle interprétation, entre guillemets, il ne reste que la vague idée d'un changement lent, égal, graduel, sans bond ni trempette, sans révolution. L'extinction, entre guillemets, de l'État, dans la conception courante, généralement répandue dans les masses, c'est sans aucun doute la mise en veilleuse, sinon la négation, de la révolution. Or, pareille interprétation, entre guillemets, n'est qu'une déformation des plus grossières du marxisme, avantageuse pour la seule bourgeoisie et théoriquement fondée sur l'oubli des circonstances et des considérations essentielles indiquées, par exemple, dans les conclusions, entre guillemets, d'Engels que nous avons reproduites in extenso. Commentaire personnel. Donc, c'est ça. Quand on comprend pas l'État de manière marxiste, puis quand je dis ça, je veux dire dans son processus de création, son contexte social de création, des forces qui étaient incluses dans sa création, dans son processus d'évolution, c'est là qu'on peut penser des choses comme l'État est neutre, il ne fait qu'exister, va toujours exister, a toujours existé, et donc on en a qu'à en prendre le contrôle dans notre société actuelle. Pas besoin de violence, pas besoin de salir les mains en étant violent, qui est un autre sujet de conversation, soit disant en passant, et de gagner avec nos petits partis orange de gauche et de faire passer des belles petites réformes que après ça, on va changer et on fait du bon travail pratico-pratique. Donc, tu peux juste arriver à cette conclusion-là si tu as une connaissance métaphysique, si tu as une vision métaphysique des choses. Parce qu'au lieu de te demander les questions
que les marxistes se demandent. L'origine, le processus, l'évolution, les contradictions, les antagonistes, la négation de la négation, l'évolution prochaine, les forces, etc., etc. Tu donnes une définition à l'État puis tu penses que tu as fini ton travail. C'est une excuse d'arrêter de se demander des questions. L'analyse métaphysique. Moi, ça me pue au nez et je regarde tout mon travail universitaire. Je trouve ça très dommage d'avoir pas gaspillé mon temps parce qu'on apprend des choses qui représentent la vie de tous les jours, mais c'est juste la synthèse de ces connaissances-là est tellement limitée quand tout ce que tu fais, c'est d'apprendre des corrélations sans vraiment les comprendre que je trouve ça très triste pour la science qu'on est encore pogné avec cette espèce de science bourgeoise métaphysique. Bref, j'arrête mon rant. Premièrement, au début de son raisonnement, Engels dit qu'en prenant possession du pouvoir d'État, le prolétariat supprime par là l'État en tant qu'État. On, entre guillemets, n'a pas coutume, fermeture des guillemets, de réfléchir ce que cela signifie. D'ordinaire, ou bien l'on en méconnaît complètement le sens, ou bien l'on y voit, de la part d'Engels, quelque chose comme une faiblesse hegelienne, qui était entre guillemets. En réalité, ces mots expriment en raccourci l'expérience d'une des plus grandes révolutions prolétariennes, l'expérience de la Commune de Paris de 1871, dont nous parlerons plus longuement en son lieu. Engels parle ici de la, entre guillemets, suppression, par la révolution prolétarienne de l'état de la bourgeoisie, tandis que ce qu'il dit de, entre guillemets, l'extinction se rapporte à ce qui subsiste de l'état prolétarien après la révolution socialiste. Maudit, si je pouvais mettre plus d'emphase. L'état bourgeois, selon Engels, ne, entre guillemets, s'éteint pas. Il est supprimé par le prolétariat au cours de la révolution. Ce qui s'éteint après cette révolution, c'est l'état prolétarien, autrement dit un demi-état. En d'autres mots, les anarchistes et les communistes, peu importe les socialistes, comment qu'on s'appelle, veulent détruire l'état bourgeois. On veut tous les deux faire ça. La différence, après, c'est que les anarchistes sont comme le problème de l'autoritarisme réside dans les structures de domination. Ils regardent l'État, ils ferment les yeux, puis ils disent l'État, tout État, pour tout le temps l'État, tous les États, jamais l'État. Et donc, eux autres, le but de la révolution, c'est de se défaire de l'État et de ne plus jamais en avoir. On n'a plus d'État, c'est fini, on est maintenant libre, soi-disant. Parce que, puis on peut distinguer différentes pensées anarchistes, mais moi, ce que j'ai lu, c'est que, l'humanité est d'un naturel de coopération et donc, sans structures qui vont nous enseigner la culture de la hiérarchie, on va redevenir dans l'entraide et qu'on va naturellement faire fonctionner notre société. C'est magnifique, un beau récit. Je suis relativement d'accord. Je dirais que la nature humaine, c'est coopération, compétition, dépendamment des besoins matériels pour survivre. Si on a besoin d'être compétitif, on est compétitif pour survivre. Si le prix de pas être compétitif, c'est de mourir. Tout comme le besoin d'être coopératif pour survivre va être la coopération et on va le faire si ça nous permet de survivre, puis le prix de pas le faire, c'est de mourir. Ça, c'est mon commentaire sur la nature humaine. Mais nous, la définition, c'est que on remplace, dans le fond, l'État bourgeois avec l'État prolétarien, qui est bâti à travers la lutte. Je m'explique. Tu fais la grève générale limitée de ton entreprise, de ton syndicat industriel, peu importe. De ton pan industriel de l'économie. La lutte se développe, de plus en plus de secteurs vont en grève, de plus en plus de syndicats vont en grève, et arrive un temps où est-ce que le capitalisme ne plie pas. Ce qu'on a vu en France avec le mouvement contre les retraites, et là, choisissez dans votre paquet de cartes quel mouvement contre les retraites en France, parce qu'il y en a plusieurs, ils se refont à chaque 5 à 10 ans, je pense, j'ai l'impression. Bref, mais le plus récent, je pense que c'est en 2023. Pendant Noël, là où à Paris, tous les éboueurs laissaient les vidanges s'accumuler, c'était vraiment quelque chose à voir, c'était vraiment intéressant, puis il y a même plusieurs syndicats qui se sont rejoints. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à travers, par exemple, cette étape-là de lutte, les gens se rendent compte qu'ils vont devoir aller plus loin pour gagner. Le gouvernement n'a toujours pas plié. Et donc, d'un syndicat envers un autre, arrive le temps où est-ce que tous les syndicats devraient, s'ils veulent gagner, coopérer pour faire une grève générale illimitée de tous les syndiqués. Et ensuite de ça, de s'allier avec les gens qui ne sont pas syndiqués, mais qui veulent quand même une représentation quand c'est des industries qui sont pas syndiquées. Pour les inclure dans le mouvement, pour les inclure dans la démocratie du mouvement. Et donc, devient un mouvement qui surpasse les syndicats, qui surpasse les non-syndiqués pour devenir un mouvement du peuple. Mais cette organisation démocratique pour écouter tout le monde,
est une représentation du gouvernement. Parce que à quelle structure démocratique va retomber l'administration sociale après la tombée du gouvernement, après que le gouvernement va en exil, le gouvernement ne contrôle plus rien, on donne plus des ordres, ce qui arrive ici et là dans l'histoire, c'est arrivé en France avec De Gaulle, avec mai 68. Ben, une option malheureuse des petits bourgeois, des réformistes, c'est on va faire une assemblée constituante, là, on va appeler les acteurs, on va faire des petites réformes. On garde le capitalisme, mais on a un gouvernement de gauche qui va éventuellement se faire mater. Ça, c'est l'option réformiste. Ça, c'est même en révolution russe, il y avait cette assemblée constituante que les bolcheviks participaient, qui incluait des libéraux et tout ça. Quand la classe ouvrière s'est rendue compte que cette option-là n'allait nulle part, parce que déjà là, même l'assemblée n'était pas terminée, si je me rappelle bien, les libéraux de l'époque, les cadets, disaient « Ah on veut la paix. C'est quoi, les gens veulent la paix, le pain, puis la terre. » Ouais, tu sais, là, on est pas sûr qu'on va pouvoir faire la paix, pas sûr qu'on va pouvoir faire le pain. Fait que les gens, ils regardaient, puis ils se rendaient compte que les soi-disant représentants politiques, les bourgeois, les petits bourgeois, les cadets, ils n'allaient pas leur écouter leurs revendications. Fait qu'ils se battaient. Puis là, c'est comme, c'est pas une victoire d'aller avec eux autres. Fait qu'on va continuer de se battre à la place. Puis la revendication de l'époque des bolcheviks, c'était tous les pouvoirs aux soviets. Puis les soviets, c'était les comités industriels, des gens qui se rassemblaient puis disaient on fait la grève, parfait, mais on a quand même besoin de distribuer de la nourriture, distribuer de l'électricité, distribuer le gaz, d'amener les enfants à l'école, d'ouvrir les écoles pour les enfants, pour que les gens puissent faire la grève, bla. Ça, c'est les soviets. Là, c'est un terme super compliqué que les gens ils regardent ça de loin. Là. Waouh, un soviet, c'est tellement compliqué. Non, c'est que tu fermes l'usine, c'est ton pouvoir de grève. Ton deuxième pouvoir de grève, c'est de réouvrir l'usine puis la faire runner à ta propre, avec les employés seulement, dans le sens que tout le monde qui savent comment faire runner l'usine sont là. On rouvre l'usine demain, on se présente, on fait du travail. Pourquoi? Parce que l'hôpital a besoin d'électricité pour traiter les patients, parce que les écoles ont besoin d'être ouvertes, parce que les gens ont besoin de pain pour survivre. Fait qu'on va réanimer les autobus scolaires, on va réanimer la transportation de ressources pour distribuer le pain, on va réanimer les écoles et les hôpitaux, l'électricité et tout ça. Et ça se fait démocratiquement à travers les organes de la classe ouvrière qui sont en lutte. Et nous, ce que les socialistes, qu'on dit, c'est que qui prend soin, de tout, de l'autobus, des bibliothèques, des écoles, des universités, des routes, de ci, de ça, après le mouvement révolutionnaire. Rien pantoute, tout tombe à terre, puis là, qu'est-ce qu'on fait avec les autobus? Là, ça nous tente, là, localement, là, on va avoir des autobus, puis ça va être cool. Ouais, puis comment est-ce que tu vas aller chercher le gaz qui est dans une autre province du Canada, qui vient de là par camion, ou whatever? Si ça leur tente, là, démocratiquement, là, on va pas leur imposer de nous apporter du gaz. Hein? On n'aura pas de bus dans ce cas-là. Tu sais, c'est ça le problème, c'est ça le besoin d'un gouvernement, c'est ça le besoin de pouvoir voter pour dire on a besoin d'électricité, on rouvre l'usine nucléaire ou whatever, l'usine charbon, l'usine hydraulique, l'usine peu importe, pas hydraulique, hydroélectrique, pour avoir l'électricité. Ça, il faut une structure qui est démocratique, qui est légitime, qui est sous le contrôle de la base en tout temps. Puis ça, c'est les soviets, ou ça, c'est une représentation de ce que pourrait être une soviète, si on le fait comme du monde et si tout va bien. Staline enlève le pouvoir soviétique, ce qui devient un État centralisé vers une bureaucratie. Mais ça, c'est un texte pour un autre jour, camarade. Mais c'est juste l'idée que les anarchistes veulent juste défaire les structures, tandis que nous, on veut remplacer les structures par les nôtres, qui sont construites à travers les nécessités de la lutte pour justement administrer la lutte et les ressources de cette lutte. Et moins de production. Deuxièmement, l'État est un, entre guillemets, pouvoir spécial de répression. Oui, j'ai pas parlé du besoin de prendre contrôle de l'armée quand, par exemple, les pays voisins envoient leurs armées pour tout tuer les révolutionnaires puis tout tuer les gens qui se battent pour une révolution. Ça veut dire que tu as besoin d'une armée, tu as besoin de l'organiser, tu as besoin de centraliser, tu as besoin de décisions et tout ça. Je continue. Cette définition admirable et extrêmement profonde d'Engels est énoncée ici avec la plus parfaite clarté. Et il en résulte qu'à ce, entre guillemets, pouvoir spécial de répression, fermeture des guillemets, exercé contre le prolétariat par la bourgeoisie, contre des millions de travailleurs par une poignée de riches, doit se substituer un, entre guillemets, pouvoir spécial de répression, fermeture des guillemets, exercé contre la bourgeoisie par le prolétariat, entre parenthèses, la dictature du prolétariat. C'est en cela que consiste la, entre guillemets, suppression de l'État en tant qu'État. Et c'est en cela que consiste, entre guillemets, l'acte de prise de possession des moyens de production au nom de la société. Il va de soi que pareil remplacement d'un, entre guillemets, pouvoir spécial, entre parenthèses, celui de la bourgeoisie, fermeture des parenthèses, par un autre, entre guillemets, pouvoir spécial,
entre parenthèses, celui du prolétariat, ne peut nullement se faire sous forme d'extinction, qui était aussi entre guillemets. Commentaire personnel, il n'est pas perdu sur moi, camarade, qui a une tonne de guillemets, de parenthèses, mais que voulez-vous, c'est le texte. Troisièmement, cette, entre guillemets, extinction, ou même, pour employer une expression plus imagée, et plus saillante, cette, entre guillemets, mise en sommeil, fermeture des guillemets, Engels la rapporte sans aucune ambiguïté possible à l'époque consécutive à la, entre guillemets, prise de possession des moyens de production par l'État au nom de toute la société. Fermeture des guillemets. C'est-à-dire consécutive à la révolution socialiste. Nous savons tous qu'à ce moment-là, la forme politique de, entre guillemets, l'État, fermeture des guillemets, est la démocratie la plus complète. Commentaire personnel, de par ce que je viens d'expliquer. C'est la démocratie du mouvement qui fait en sorte qu'on va avoir un État démocratique après. Absolument. Mais il n'en vient à l'esprit d'aucun des opportunistes qui dénaturent sans vergogne le marxisme, qu'il en s'agit en ce cas, chez Engels, de la, entre guillemets, mise en sommeil, fermeture des guillemets, et de, entre guillemets, l'extinction de la démocratie. Ben, c'est là qu'on doit parler de la, commentaire personnel, c'est là qu'on doit parler de la démocratie telle qu'exprimée aujourd'hui. Quand les gens disent on est un État démocratique, ils parlent d'une démocratie au nom du capitalisme, au nom de la bourgeoisie, au nom du maintien du système actuel. C'est pas la démocratie comme la philosophie de ce qu'est la démocratie. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Comment est-ce qu'on peut vraiment la vivre? C'est quoi la vraie démocratie de notre classe? C'est pas avec les structures actuelles qu'on peut y répondre. Et donc, quand on dit on fait l'extinction de la démocratie, on parle du système actuel et non pas de la démocratie comme objectif social. C'est pour ça qu'il dit que le mouvement est démocratique et non pas la structure étatique capitaliste. Je fais-tu du sens? J'espère. En tout cas, fermeture de mon commentaire. Cela paraît fort étrange à première vue. Pourtant, ce n'est inintelligible, entre guillemets, que pour quiconque n'a pas réfléchi à ce fait que la démocratie, c'est aussi un État et que, par conséquent, lorsque l'État aura disparu, la démocratie disparaîtra également ou sera complète. Bref. Seule la révolution peut, entre guillemets, supprimer l'État bourgeois. Ben, supprimer est en guillemets, l'État bourgeois n'était pas en guillemets. C'est ça. L'État en général, c'est-à-dire la démocratie la plus complète, ne peut que, entre guillemets, s'éteindre. Commentaire personnel, c'est... Je comprends un peu ce qu'il veut dire, là, que la démocratie, c'est une structure. Je suis pas super... Est-ce que je dis ça quand je suis à une table et que je parle à quelqu'un qui commence à s'intéresser au socialisme? Là? Le but, c'est d'éteindre la démocratie. Mettons que c'est pas la première fois que j'explique. Puis ça, c'est comme... L'élimination de l'État se fait après une révolution socialiste mondiale et possiblement des générations entières de personnes avant que cet État-là s'élimine au complet. Fait on est tellement rendu loin que est-ce que c'est vraiment utile à ce qu'on en parle à tous les jours dans notre lutte aujourd'hui? Wow. Fait que, c'est là, on peut, si vous voulez vraiment en parler, ok, on va en parler, mais il y a des affaires plus importantes à définir, à discuter, à clarifier d'après moi que je disais que le socialisme, c'est éventuellement l'élimination de l'État et donc en même temps de la démocratie, puisque la démocratie et l'État, en tout cas. Quatrièmement, en formulant sa thèse fameuse, entre guillemets, l'État s'éteint, fermeture des guillemets, Engels explique concrètement qu'elle est dirigée et contre les opportunistes et contre les anarchistes. Et ce qui vient en premier lieu chez Engels, c'est la conclusion tirée de sa thèse sur, entre guillemets, l'extinction, fermeture des guillemets, de l'État, qui vise les opportunistes. On peut parier que sur 10 000 personnes qui ont lu quelque chose à propos de, entre guillemets, l'extinction, fermeture des guillemets, de l'État, on en a entendu parler ou en ont entendu parler. 9 990 ignorent absolument ou ne se rappellent plus que les conclusions de cette thèse. Engels ne les dirigeait pas uniquement contre les anarchistes. Et sur les 10 autres personnes, 9 à coup sûr ne savent pas ce que c'est que, entre guillemets, l'État populaire libre, fermeture des guillemets. Et pourquoi, en s'attaquant à ce mot d'ordre, on s'attaque aussi aux opportunistes. Ainsi écrit-on l'histoire. Ainsi accommode-t-on insensiblement la grande doctrine révolutionnaire au philistinisme régnant. Philistinisme, ok. La conclusion contre les anarchistes a été 1000 fois reprise, banalisée, enfoncée dans la tête de la façon la plus simpliste. Elle a acquis la force d'un préjugé. Quant à la conclusion contre les opportunistes,
On l'a estompé et, entre guillemets, oublié, point d'exclamation. Entre guillemets, l'État populaire libre était une revendication inscrite au programme des social-démocrates allemands des années 70 et qui était devenue chez eux une formule courante. Ce mot d'ordre, dépourvu de tout contenu politique, ne renferme qu'une traduction petite bourgeoise et empathique du concept de démocratie. Dans la mesure où l'on y faisait légalement allusion à la République démocratique, Engels était disposé à, entre guillemets, justifier, entre guillemets, pour un temps, ce mot d'ordre à des fins d'agitation. Mais c'était un mot d'ordre opportuniste. Quant à personnel, toute agitation va être, à un moment donné, opportuniste parce que tu adaptes. Tu sais, si la fin de la révolution, c'était de dire aux gens, faisons la révolution, armons-nous, faisons la révolution aujourd'hui, on serait jamais opportuniste. Parce que on pourrait juste dire la pureté du marxisme dès le départ. Mais l'idée d'ajuster nos mots d'ordre, c'est de dire, par exemple, tu sais, battons-nous pour un syndicat. Ça, c'est une chose qui va mobiliser les gens à venir en lutte. Ben, on espère les mobiliser à faire un apprentissage de la lutte, faire un apprentissage que leurs patrons, c'est pas leurs amis. Et nous, après ça, on arrive avec un discours que ben la lutte contre le patron, c'est important, mais le patron existe dans un contexte légal et politique, et donc il va falloir transformer notre lutte syndicale en lutte politique, et qui dit lutte politique dit émancipation, et on amène à travers la nécessité de la lutte, à travers l'apprentissage de la lutte vers les conclusions révolutionnaires. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que quand on dit bâtissons un syndicat, c'est opportuniste. C'est de dire que bâtir un syndicat est important sous le capitalisme, qui est une réforme. Mais l'aspect de agitatif, c'est que on le dit pour motiver les gens à rejoindre la lutte. Dans la lutte se fait un apprentissage de la lutte des classes qu'on ne peut pas faire par la théorie et par la conversation. Les gens qui pensent que la police est là pour nous protéger, des fois, ils ont besoin d'être dans une manif puis voir la police rentrer dans le tas puis de frapper tout le monde pour absolument aucune raison pour qu'ils se rendent compte que comment ça la police fait ça? On faisait rien, on faisait juste chanter puis on criait nos slogans, mais la police nous a tous cassé à la gueule. Ben, ça, c'est de l'apprentissage que quand même bien que tu l'expliques 10 fois à la personne, si la personne avance, ben non, t'as juste à pas faire des affaires légales. Bref. Fait que c'est ça, je pense qu'on veut dire ici par agitatif, c'est opportuniste, blablabla. Je continue. Mais c'était un mot d'ordre d'opportuniste car il ne tentait pas car il ne tendait pas seulement à farder la démocratie bourgeoise. Il marquait encore l'incompréhension de la critique socialiste de tout État en général. Nous sommes pour la République démocratique en tant que meilleure forme d'État pour le prolétariat en régime capitaliste. Quant à personnel, en d'autres mots, on se bat pour les droits démocratiques de la classe ouvrière et leur pouvoir démocratique sous ce système le plus possible. Fin de mon commentaire. Mais nous n'avons pas le droit d'oublier que l'esclavage salarié est le lot du peuple, même dans la République bourgeoise la plus démocratique. Commentaire personnel qui distingue le réformiste du révolutionnaire. Le réformiste gagne les réformes et le but c'est la réforme. Le révolutionnaire, c'est on fait le combat pour les réformes afin de construire la lutte de plus en plus large pour une soif de démocratie, de respect, de bien vivre, de réformes environnementales qui vont vraiment changer les choses, qui sont vouées à l'échec sous le capitalisme, mais la résistance de la classe capitaliste aux luttes démontre un antagonisme de classe. Donc, encore une fois, comme je mentionnais la police, il y a certaines choses qu'on doit vivre. Ben, à travers une lutte comme ça, il y a plusieurs personnes qui apprennent qu'il y a un antagonisme de classe. Et quand même bien qu'on l'explique, qu'on argumente, si les gens n'ont pas besoin de l'apprendre, ils l'apprendront pas des fois. Différentes personnes ont besoin de différentes choses pour apprendre les leçons. Pour tout le monde, presque, je dirais, la lutte enseigne bien des leçons. Ensuite, tout État est un, entre guillemets, pouvoir spécial de répression dirigé contre la classe opprimée. Par conséquent, aucun État n'est ni libre ni populaire. Cela, Marx et Engels l'ont maintes fois expliqué à leurs camarades des partis dans les années 70. Donc, j'aime ça, cette distinction-là, quant à personnel, parce que ça, on l'explique aux camarades. C'est pour ça que je l'explique à vous. Mais quand on va sur une ligne de pitage, parce que tu rencontres quelqu'un, puis la personne dit « C'est mon premier barbecue syndical. » OK. Tu commences pas avec genre « Hey, savais-tu que Lénine puis Engels, ils disaient que tout État démocratique était pro-bourgeoisie, blablabla. » Ça fait aucun sens. À cette personne-là, tu ajustes que, ben merci d'être là, c'est super important de la vie syndicale. Pourquoi est-ce que votre syndicat se bat? Est-ce que vous le savez? Ah non. Ben écoute, il y a des revendications extrêmement importantes pour la classe ouvrière et votre syndicat au complet. C'est super important de
s'impliquer? Avez-vous déjà pensé à faire partie du comité de mobilisation? Ça vous tenterait-tu de faire... Et voilà. Et là, tu as 2 minutes de conversation et tu peux pas citer Lénine au complet en 2 minutes. Fait que c'est ça. Bref. 5e. Ce même ouvrage d'Engels, dont tout le monde se rappelle qu'il contient un raisonnement au sujet de l'extinction de l'État, en renferme un autre sur l'importance de la révolution violente. L'appréciation historique de son rôle se transforme chez Engels en un véritable panégyrique, OK, de la révolution violente. Attends-moi une seconde, ça, il faut que je cherche ça, là. Panégyrique, oh, c'est ça. Discours à la louange de quelqu'un. Wow, OK. Donc, l'appréciation historique de son rôle se transforme chez Engels en un véritable panégyrique de la révolution violente. De cela, entre guillemets, nul ne se souvient. Fermeture des guillemets. Il n'est pas d'usage dans les partis socialistes de nos jours de parler de l'importance de cette idée, ni même d'y penser. Dans la propagande et l'agitation quotidienne parmi les masses, ces idées ne jouent aucun rôle. Et pourtant, elles sont indissolublement liées à l'idée de, entre guillemets, l'extinction de l'État, avec laquelle elles forment un tout harmonieux. Voici ce raisonnement d'Engels, entre guillemets. Que la violence joue encore dans l'histoire un autre rôle entre... bracket. C'est pas un guillemet, c'est des... je m'en rappelle plus. Bref, entre guillemets, on va dire. Que celui d'être source du mal. Un rôle révolutionnaire. Que, selon les paroles de Marx, elle soit l'accoucheuse de toute vieille société qui emporte une nouvelle dans ses flancs, qu'elle soit l'instrument grâce auquel le mouvement social l'emporte et met en pièces des formes politiques figées et mortes. De cela, pas un mot chez M. Düring. C'est dans les soupirs et les gémissements qu'il admet que la violence soit peut-être nécessaire pour renverser le régime économique d'exploitation. Par malheur, car tout emploi de la violence démoralise celui qui l'emploie. Et dire qu'on affirme cela en présence du haut essor moral et intellectuel qui a été la conséquence de toute révolution victorieuse. Dire qu'on affirme cela en Allemagne, où un heurt violent, qui peut même être imposé au peuple, aurait tout au moins l'avantage d'extirper la servilité qui, à la suite de l'humiliation de la guerre de 30 ans, a pénétré la conscience nationale. Dire que cette mentalité de prédicateur sans élan, sans saveur et sans force à la prétention de s'imposer au parti le plus révolutionnaire que connaisse l'histoire. Anti-Düring, page 193 du 3e édition allemand, fin du chapitre 4, deuxième partie. Comment peut-on concilier dans une même doctrine ce panégyrique de la révolution violente qu'Engels n'a cessé de faire entendre aux social-démocrates allemands de 1878 à 1894, c'est-à-dire jusqu'à sa mort même, et la théorie de, entre guillemets, l'extinction de l'État? D'ordinaire, on les concilie d'une manière éclectique, par un procédé empirique ou sophistique, en prenant arbitrairement entre parenthèses ou pour complaire aux détenteurs du pouvoir, fermeture des parenthèses, tantôt l'un, tantôt l'autre de ces raisonnements. Et c'est, entre guillemets, l'extinction, fin des guillemets, qui, 99 fois sur 100 sinon plus, est mise au premier plan. L'éclectisme se substitue à la dialectique. C'est, à l'égard du marxisme, la chose la plus accoutumée, la plus répandue dans la littérature social-démocrate officielle de nos jours. Pareille substitution n'est certes pas une nouveauté. On a pu l'observer même dans l'histoire de la philosophie grecque classique. Dans la falsification opportuniste du marxisme, la falsification éclectique de la dialectique est celle qui trompe les masses avec le plus de facilité. Elle leur donne un semblant de satisfaction, affecte de tenir compte de tous les aspects du processus, de toutes les tendances de l'évolution, de toutes les influences contradictoires, etc. Mais, en réalité, elle ne donne aucune idée cohérente et révolutionnaire du développement de la société. Nous avons déjà dit plus haut, et nous le montrerons plus en détail dans la suite de nos exposés, que la doctrine de Marx et Engels selon laquelle une révolution violente est inéluctable concerne l'État bourgeois. Celui-ci ne peut céder la place à l'État prolétarien, en parenthèse, à la dictature du prolétariat, par voie d'extinction, mais seulement, en règle générale, par une révolution violente. La panégyrique qui lui consacre Engels s'accorde pleinement avec de nombreuses déclarations de Marx, en parenthèse,
Rappelons-nous la conclusion de la misère de la philosophie et du manifeste communiste proclamant fièrement, ouvertement, que la révolution violente est inéluctable. Rappelons-nous la critique du programme de Gotha en 1875, près de 30 ans plus tard, où Marx flagelle implacablement l'opportunisme de ce programme. Fin de la parenthèse. Ce panégyrique n'est pas le moins du monde l'effet d'un, entre guillemets, engouement, fin des guillemets, ni une déclamation, ni une boutade polémique. La nécessité d'inculquer systématiquement aux masses cette idée, et précisément celle-là, de la révolution violente, est à la base de toute la doctrine de Marx et Engels. La trahison de leur doctrine par les tendances sociales chauvines et karstistes, aujourd'hui prédominantes, s'exprime avec un relief singulier dans l'oubli par les partisans des unes comme des autres de cette propagande, de cette agitation. Sans révolution violente, il est impossible de substituer l'État prolétarien à l'État bourgeois. La suppression de l'État prolétarien, c'est-à-dire la suppression de tout État, n'est possible que par voie d'extinction. Marx et Engels ont développé ces vues d'une façon détaillée et concrète, en étudiant chaque situation révolutionnaire prise à part, en analysant les enseignements tirés de l'expérience de chaque révolution. Nous en arrivons à cette partie, incontestablement la plus importante de leur doctrine. Alors, camarades, se termine le chapitre 1. Merci beaucoup d'avoir été là. Comme à l'habitude, si vous voulez avoir des analyses plus pratiques liées à l'actualité, eh bien, la section québécoise offre un journal où on produit des articles, moi y compris. Je viens d'écrire un article dans le journal 57 sur la situation palestinienne et son évolution actuelle. Donc, si vous aimez mes analyses, allez les lire et réagissez-y. Surtout, si vous n'êtes pas d'accord, si vous trouvez qu'il y a des lacunes, n'hésitez pas pour me le dire. On vous encourage aussi à faire deux pierres un coup, d'aller sur notre adresse Patreon qui est dans notre description, qui est juste en dessous de cette vidéo. Là où vous pourrez devenir une personne Patreon, je sais pas comment appeler ça meilleur, une participante Patreon, partie de notre communauté. Et par le fait même, recevoir le journal. Donc soit vous pouvez vous abonner au journal de manière classique sur notre site web, ou vous pouvez vous abonner à notre Patreon qui vous donnera un abonnement au journal automatiquement. Ensuite de ça, ben on va penser à des récompenses. Moi, c'est certain que si vous vous abonnez à notre Patreon, que je vous mentionne à la fin de tous nos vidéos, je vais même mettre une image. Puis, si vous voulez m'envoyer des emails, réagir, écrire dans les commentaires en dessous, c'est moi qui vais les lire, donc je vais essayer d'y réagir. Mais là, on est en 2024. Si on est en 2035, quand vous écoutez ceci, peut-être que je vais moins réagir. Je sais pas où est-ce que je vais être. Ensuite, n'hésitez pas à, on va dire, liker la vidéo, le partager sur vos réseaux sociaux. Ça nous aide à faire notre mission révolutionnaire, bien sûr, mais ça aide à rendre la théorie plus accessible. C'est vraiment ça un des objectifs de ce que je fais aujourd'hui, de ce qu'on fait aujourd'hui. Et vous voyez avec mes commentaires que quand il y a des passages un peu plus abstraits, un peu plus techniques, que j'essaie des expliquer en termes que je trouve clarifient, simplifient la donnée philosophique et théorique. Donc, si vous trouvez que je fais un bon travail, ben n'hésitez pas à le partager. Et juste mettre un commentaire aide les algorithmes aussi sur les médias sociaux. Donc, bref, le travail révolutionnaire, c'est aussi d'encourager l'accès le plus généralisé à des textes comme celui qu'on fait aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre aide. Et donc, on se voit bientôt pour le chapitre 2. Je vous souhaite une très bonne journée et on se voit dans les prochaines luttes, camarades. Au revoir.